Alors, partie suivante. Je vais essayer de pas trop me répéter, donc c'est plus des choses passées de 10 à 100. Alors, ce qu'on a fait à la fourchette, c'était une bonne décision. On en a pris beaucoup de mauvaises, hein, je vous rassure, mais ça, c'était une bonne décision. Enfin, c'était plus un hasard. C'est que, il y en a, on a fait appel à un chasseur de tête pour recruter un collaborateur. Quand on commençait à recruter, puis qu'on se disait, bon, bah là, il faut quelqu'un de bien. Donc, on fait appel à un chasseur de tête. Enfin, c'est lui qui nous avait convaincu de le prendre. Et en fait, à la fin de la mission, j'ai embauché le chasseur de tête. Donc comme ça, j'ai rentabilisé ma mission. Au lieu d'avoir une embauche, j'en ai eu deux. Et en fait, c'était génial parce que ce gars-là, justement, c'était un vrai chasseur. Donc lui, on définissait le profil et après, LinkedIn, il allait chercher les gens, il les appelait. Il faisait une vraie chasse, quoi. Et donc, on avait des gens de qualité. Et c'est le moment où on est passé de, je dirais, peut-être qu'il est arrivé, on était 30. Et sur les deux pays, puis c'était le moment où on a beaucoup grandi, on est peut-être passé en 2 ans à 150. Et donc voilà, donc lui il passait sa vie à recruter. Et c'était vraiment génial parce que c'est clé, mais en même temps on peut pas faire que ça, quoi. Donc quand il faut recruter 10 personnes par mois quasiment, ou même plus, et ben il faut forcément, enfin c'est très bien d'avoir quelqu'un dont c'est le métier parce que ça sera bien fait. Les négociations se faisaient super bien, le gars il n'hésitait pas, il demandait les feuilles de paye. Pour la négo, il disait voilà, bah, vous me dites, envoyez-moi vos trois dernières feuilles de paye. Et voilà, à la méthode chasseur cabinet, c'est comme ça qu'ils font. Et voilà, donc on avait vraiment un process qui était bien calé et c'était un vrai soulagement pour avoir vraiment une qualité sans que ça prenne trop de temps. Voilà, gros travers dans lequel on tombe toujours et dans lequel nous on est tombé, c'est voilà, la boîte se développe vite ou pas, mais enfin bon, il y a des tâches, il commence à y avoir pas mal de tâches qu'il faut faire et on raisonne en tâches en fait. On se dit, voilà, je vais embaucher une personne pour répondre aux emails des clients contents, une autre pour répondre aux emails des clients pas contents. Je vous l'ai fait. On n'a pas fait ça, mais. Et en fait, il faut quand même raisonner. Il faut toujours. C'est un peu compliqué, mais il faut toujours réfléchir par rapport à son organisation. Et parce que sinon, on se retrouve vite avec des doublons, avec des problèmes de communication. Donc, toujours réfléchir par rapport à l'organisation, les process, et pas que les tâches. Surtout, idéalement garder deux entretiens. Ça sert à rien, c'est pas parce qu'on est nombreux, parce que c'est le risque. Quand on commence à un DRH, on se dit, bah voilà, comme dans les grandes boîtes, le DRH va commencer par voir les candidats, puis ça va être l'opérationnel, puis ça va aller sur un des associés parce qu'il faut qu'il y ait la culture qui se fasse, etc. Donc, et puis après, les opérationnels, ils ont tendance à dire, moi aussi, je veux le voir parce qu'il sera dans mon équipe. Bon, voilà. Donc, non, ça sert à rien, ça. C'est du temps perdu pour tout le monde et pour le candidat. Ne pas survendre, ça reste vrai. Ne pas oublier le fit culturel. Et voilà, et accorder encore plus d'importance à l'intégration, parce qu'à la limite, au début, comme tout le monde est dans la même pièce, bon, en général, on est en open space dans les boîtes modernes, tout le monde se connaît, tout le monde est en relation permanente avec les fondateurs. Donc en fait, l'intégration, elle se fait assez naturellement, et puis elle se fait par l'entraînement, quoi. Voilà. Après, tout ça, ça se dissout un peu, et donc il faut encore plus travailler l'intégration. Voilà, et ça j'en ai un peu parlé, ça c'est plus, je vous le dis, mettez-le dans un coin de votre tête. Alors Ben Horowitz, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des plus grands investisseurs américains. Voilà, donc qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit que quand une structure grossit, il y a 3 problèmes qui apparaissent, qui sont la communication, la connaissance et les décisions. Alors, je peux dire que c'est vraiment, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, nous, la fourchette, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je dis toujours, quand on est tout seul, tout va très vite. Parce que tout se passe dans notre cerveau, quoi. Quand on est 5 autour d'une table, tout va très vite aussi, parce qu'on entend tout, on sait tout, etc. Quand on est 100, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on est tout seul, il suffit de penser pour que ça se fasse. Quand on est 5, il faut quand même le dire, ou l'écrire. Quand on est 100, en fait, il faut le dire, le redire. Enfin, on entre dans des logiques complètement différentes. Et il y a deux gros risques. Le risque 1, c'est de vouloir surpartager, c'est-à-dire de vouloir rester comme si on était 5. En disant, ce qui est important, c'est que tout le monde ait toute l'information dans la boîte, parce que comme ça, on est sûr que tout le monde l'a. Ça, c'est vrai. Par contre, on passe son temps à s'informer. Et on ne travaille plus. Le deuxième risque, c'est le risque des silos. C'est-à-dire, ça veut dire, voilà, il y a le marketing, ils font le marketing, il y a le commercial, ils font le commercial, il y a la tech, ils font le développement. Et ça aussi, nous, on est tombé un peu là-dedans à la fourchette, pour être franc. Et il y a un moment donné où les gens communiquaient plus. Enfin, ils communiquaient au sein de leurs équipes, mais chacun avançait dans son côté, puis on a des problèmes d'incohérence ou de mauvais fonctionnement, parce qu'il y a un moment donné où on est quand même tous liés.
par la vision, les objectifs. Voilà, donc ça c'est les deux risques. Évidemment, la bonne solution elle est entre les deux. En tout cas, il faut avoir ces deux risques en tête et se dire voilà, il faut réussir à trouver une organisation où la vision, les grandes décisions sont partagées, sont prises en commun. Mais par contre, derrière, il faut garder une grande indépendance, enfin, une grande autonomie. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, des équipes pour qu'elles puissent avancer, quoi. Parce que le risque aussi, c'est que c'est les décisions à 20, quoi. Une décision à 20, il n'y a pas de décision, quoi. Déjà à 2, ça va 10 fois plus lentement qu'à 1. Mais alors imaginez à 20. Et ça, c'est quelque chose qui est courant, quoi. Quand bah, il faut que l'attaque elle décide, le marketing aussi, le commercial aussi, parce que c'est les restaurants, c'est ses clients, c'est lui qui les voit. Et puis le formateur, il les voit aussi. Et puis il y a l'Espagne aussi, parce que l'Espagne, il y a des restaurants aussi. Puis il y a la Suisse maintenant aussi, à la fourchette. Voilà. Donc potentiellement, pour une décision par rapport à un produit sur les restaurateurs, on va être 12 à la prendre. Enfin, en tout cas, il y a 12 personnes qui vont être légitimes pour intervenir dessus. Bah non, c'est pas possible. Il faut se faire confiance et il faut avancer.